La fin des silos des politiques publiques, je peux me parler de la lourdeur des process, des procédures, je peux parler des interstices dans lesquels il faudrait se glisser pour tout à la fois être un peu dans le cadre de nos cahiers des charges, mais en même temps prendre des voies un peu créatives, différentes. Voilà, je peux parler de tout ça. Alain Mercier, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans le foyer du public de l'Opéra pour nous parler de réemploi de décors, de stratégie de transition pour les décors et les costumes portés ici au sein de l'Opéra de Limoges. Et ce qui était le prétexte à cette interview était une étude que vous avez demandée, sollicitée, conjointement avec l'Opéra de Bordeaux, sur ce diagnostic autour de l'évolution possible de l'usage de vos décors et costumes dans vos deux opéras. À la restitution de cette étude, je dirais qu'il y a deux objectifs prioritaires qui ont été dégagés. Celui de la formation des équipes et puis celui de la constitution d'une base de données numérique adaptée de nos stocks existants. Dans la question de la transition, bien sûr, il y a la production, parce que c'est un morceau important chez nous, mais ça veut dire aussi qu'on travaille la question de la mobilité de nos équipes, du public, des artistes qui viendraient de l'extérieur. Et puis, effectivement, la pédagogie vis-à-vis des créateurs ou des créatrices, il faut la faire parce qu'il ne suffit pas de mettre des clauses en fait, dans des contrats pour que les gens acceptent instantanément d'adhérer, je dirais, à des logiques, soit de réemploi et a fortiori d'éco-conception qui sont un peu complexes. Je crois que de toute façon, imaginer un spectacle, c'est travailler sous contrainte. Nous, on est un collectif, en fait, qui s'appelle Clairac Deleuil Le Lab, collectif qui fait, je crois, sa 6e ou 7e mise en scène à l'Opéra de Limoges. Et nous faisons mise en scène, décors et costumes. On travaille sous la contrainte du livret, de la partition. Et après, on travaille sur sous un certain nombre de contraintes qui vont du budget jusqu'aux capacités du théâtre. Donc, est-ce que c'est véritablement une contrainte? Moi, je le dirais pas comme ça. C'est plutôt un élément à prendre en compte, en plus des autres éléments qui vont participer à la réflexion sur l'œuvre. Quand on a des metteurs en scène qui, moi je prends cet exemple, le décor de la Traviata, oui, qu'on a fait il y a quelques années, là, c'est des grands murs, voilà, ce qu'on appelle des fermes, en aluminium, plaqué bois, il fallait voir aucune vis. Donc les menuisiers, parce que c'est eux qui plaquent, ont mis à peu près 35 000 vis dans le bois, enfoncées, bouchées à l'enduit, poncées, pour que, une fois que Frédéric est peint, ce soit parfait. Donc ça, c'est fixé à vie, on ne peut pas le remployer, on peut pas... ça demanderait trop de temps de détruire le bois pour récupérer l'aluminium. Du coup, la seule chose qu'on peut faire, c'est repeindre le décor.
réemploi Donc très limité. c'est un réemploi qui est très limité. C'est une réutilisation plutôt qu'un réemploi. Et c'est pas forcément évident pour les créateurs parce qu'ils ont une idée, certains restent sur l'idée qu'ils ont de la silhouette, de la couleur, de la matière, et si on l'a pas en stock, il faut le fabriquer ou l'acheter. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça demande une autre réflexion, une autre manière de voir les choses, d'appréhender la création, mais à tous les niveaux, je pense, au niveau de la mise en scène. Et nous, derrière, de la même manière, il faut qu'on apprenne à réutiliser, à transformer, à se dire, bah oui, on peut, même un costume magnifique, on peut le redécouper pour récupérer le tissu. C'est pas toujours évident pour nous de se dire, bon, on va... voilà, parce que des fois, il y a des jolies pièces, on a envie de les garder. Après, on les garde pourquoi? On les garde dans le stock parce que c'est beau, mais voilà. Donc, c'est vraiment je pense, un changement de mentalité à mettre en place, quoi, à opérer. Bien sûr, on va réemployer au maximum, mais de temps en temps, on va devoir encore créer des productions neuves. Comment penser des productions neuves en se disant, dès le départ, que demain, ce décor que je vais concevoir et ce décor que nous allons construire, il pourra être réutilisé tout ou partie dans ses structures, dans ses habillages, pour un autre projet. Donc je ne dirais pas qu'on le prend en amont. Après, en revanche, lorsqu'on a établi notre conception, lorsqu'on a commencé notre réflexion et qu'on arrive à une traduction en termes de maquette du projet, c'est là qu'on commence à prendre en compte les éléments qui nous sont proposés. Parce que le créateur, ça veut dire qu'il faut déjà qu'il pense avant, peut-être qu'il faudrait qu'il puisse visiter les stocks avant, enfin, c'est tout un travail à mettre en place. Auquel on est en train de réfléchir. Oui, ça vous avez complètement raison, il y a besoin de pédagogie à tous les niveaux. Mais si on veut faire de la pédagogie avec des créateurs que nous employons pour faire des projets, il faut déjà que nos équipes internes soient elles-mêmes sensibilisées. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Vous avez déjà des maisons d'opéra qui ont fait le choix de recruter un référent transition écologique, etc. Nous, on ne fait pas ce choix-là parce que tout simplement, ça coûte beaucoup d'argent, ça crée un nouveau service d'appui, une nouvelle norme qui devrait justifier l'émergence de nouvelles compétences et donc de nouveaux emplois. Certes, c'est important, mais dans une période assez paradoxale où on voudrait que les opéras deviennent tout verts, en réalité, pour la plupart, ils sont dans le rouge. Donc c'est un tout petit peu compliqué, cette tension. Nous, on fait plutôt le choix, comme on l'a fait d'ailleurs dans d'autres aspects de l'évolution de ce projet ces dernières années, c'est de faire d'avoir l'idée que chacun soit dépositaire. C'est bien qu'on ait été inclus dans ces discussions, parce que ça amène... nous, on n'a pas de côté financier, on a un côté pratique de comment on construit, et puis et physiquement, qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour les châssis aluminium, par exemple, si on veut les réutiliser, s'ils ont été peints, c'est quasi pas possible. On peut couper des longueurs, mais ça se soude très mal. L'aluminium a besoin d'être extrêmement pur. Et par exemple, nous, on les peint avec un noir hydroprimaire. C'est un noir anti-rouille, mais c'est un après d'accroche. On a beau le meuler, le décaper, quand on soude, ça ressort un peu. Et du coup, on est moins sûr de la soudure et on est moins capable de dire je suis sûr que ça tient. Nous, on l'a toujours fait un peu le réemploi, on a toujours dans le costume, comme on disait, mais on n'a jamais pensé plus loin que ça. Et là, le fait de faire cette formation qu'on a fait avec Bordeaux et de vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça, on se rend compte que ça implique tellement d'autres choses que juste nous, quoi. Ça ouvre des horizons, c'est énorme. Et surtout là, ne serait-ce qu'avec les créateurs, ça change aussi notre rapport avec les créateurs. La question des costumes est une question un peu différente, parce que on a quand même une tradition de réemploi.
on gardait généralement la production dans son entité, je dirais, cohérente pendant la durée justement de ces années d'exploitation potentielle. Et puis ensuite, il nous arrivait de démanteler pour mettre par type de pièces. On met tous les pantalons ensemble, toutes les vestes ensemble, tous les manteaux ensemble, tous les chapeaux ensemble, pour ensuite pouvoir puiser dedans, pour pouvoir ensuite éventuellement les retravailler et les réinsérer dans d'autres spectacles. Puis ce qui donne la valeur écologique d'une production, c'est le nombre de fois où on va les jouer. Dans les grandes maisons, ils font des productions qui coûtent plusieurs millions, mais ils les jouent pendant 50 ans, les productions. Donc du coup, le jour où elle est détruite, l'impact écologique, on va dire, est moins important du fait de sa durée. Pour autant, la conservation et le réemploi même par d'autres des costumes pose encore d'autres questionnements que celui des décors, parce que s'il faut numériser tout ça, conserver des pièces de tissu qui peuvent être vite affectées par soit la sécheresse, soit l'humidité, soit les chocs thermiques, soit la manière dont on les stocke au fond, va poser aussi, d'ailleurs comme pour les décors, la question des infrastructures. On essaye au maximum de réemployer les costumes qu'on a dits de répertoire, des choses un peu classiques. C'est pas toujours évident, parce que certains costumes sont très marqués par le tissu, la coupe, les choses elles sont difficilement réutilisables. Quelquefois, les costumes ont été vraiment abîmés par les tournées, voilà. Mais dans l'ensemble, on essaye au maximum de pouvoir réemployer les éléments qu'on a dans le stock. Voilà. Je sais qu'il y a une grande effervescence médiatique en ce moment autour du zéro achat, total recyclage, tout ça. Bon, nous, ça fait 20 ans qu'on fait de la mise en scène d'opéra. J'ai souvenir, par exemple, il y a exactement 20 ans, en 2004, on a fait Conte of Man à l'Opéra de Nantes, quand on a présenté le projet. Et c'était comme ça aussi quand on a fait le Manon Lescaut en Irlande. C'est quand ils découvrent le projet que les équipes, par exemple, costumes, vous disent « Regarde, on a ça dans le stock, on pourrait travailler à partir de ça. » Et donc on l'a déjà fait 2002 en Irlande, 2004 à Nantes. Donc pour moi, ça n'est en rien nouveau, comme dit Olivier. C'est pas une contrainte parce que c'est la façon de travailler. Je crains qu'il y ait peut-être un petit décalage entre l'effervescence médiatique autour de cette chose et une pratique qui, somme toute, se fait pour moi depuis de longues années dans les opéras en Europe. En fait, on était dans un schéma très... jusque-là, hein, on va dire ça comme ça, quasi industriel, c'est-à-dire que on a des concepteurs qui pensent un projet, ils nous remettent des maquettes, c'est un peu comme si... En fait, je dis toujours, l'opéra, c'est un peu comme un constructeur automobile qui ferait 4 nouvelles voitures par an, 4 ou 5 nouvelles voitures par an. Voilà. Et puis, on la fabriquerait, elle roulerait un mois, et puis ensuite, on la jetterait. Ou on la laisserait en stock pendant, voilà, éventuellement on la reprendrait une fois et puis ensuite on la jetterait. C'est exactement ça. Donc on était dans un processus, espèce de cercle infernal. On conçoit, on fabrique, on expose au public et puis ensuite on stocke, on jette, on recommence et puis ça tournait tout le temps comme ça. Et nous on est d'accord pour que les matériaux soient réutilisés, mais pas les éléments de décor au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il faut que l'objet soit transformé. On souhaite que si on veut réutiliser les bancs sur lesquels on est assis, nous on est d'accord pour qu'on réutilise la matière, pas le banc en lui-même. Le banc en lui-même, normalement, il est designé pour notre production et pas pour une autre. Et nous, si on nous demande, là par exemple, le sol sur lequel nous sommes actuellement posés est un sol qui a été réutilisé d'une production précédente. Nous l'avons évidemment d'abord redéfini, c'est-à-dire que c'est nous qui avons retaillé les plaques telles que nous souhaitions qu'elles soient dessinées. Et ensuite, évidemment, on a refait une patine sur ce sol qui correspond à l'idée d'un béton ciré que nous, on voulait pour notre production. Donc on peut dire qu'on utilise certes le bois qui a servi au sol d'une précédente production, mais ce n'est absolument plus le sol de cette production. Là par exemple les panneaux je ne les ai pas collés, comme ça ils sont juste vissés et puis on peut les enlever et puis on réutilisera s'il faut le parement, mais avant on les collait. Après, le réemploi, c'est-à-dire récupérer les matériaux d'un décor construit qui va être jeté pour les mettre dans notre stock et refaire quelque chose. Alors là, ça pose la question de combien de temps est-ce qu'on prend pour démanteler le décor.
combien de personnes on a besoin. Voilà, et alors ça, ça pose un peu plus de problèmes parce que on n'est pas, enfin nous à l'atelier, il va falloir qu'on réfléchisse à peut-être demander un peu d'aide parce que si on construit un décor en même temps qu'il faut en démanteler un autre, voilà, donc ça pose beaucoup de questionnements sur le comment est-ce que c'est possible, et puis après c'est qu'est-ce qu'on récupère, quels sont les matériaux qui sont réellement utilisables. Le plus compliqué c'est ça en fait, c'est quand on a des choses dans un stock, c'est est-ce que ça va aller, est-ce qu'on va avoir assez pour les personnes qu'on va avoir en fonction des tailles, voilà, c'est pas toujours... c'est pas comme un bout de bois qu'on va réutiliser là. Voilà, la jupe, si elle est en 36 et qu'on a une personne qui fait du 42, voilà, on est magicienne, mais pas à ce point-là. Donc voilà, c'est tout ce travail-là. Et c'est vrai que parfois aussi, on peut leur proposer de prendre un costume déjà existant ou un tissu et de le transformer, d'en refaire quelque chose. On n'utilise que le tissu de quelque chose, je sais pas, d'une jupe et on en fait une veste. Ça, c'est aussi des choses possibles. L'idée de la costumière, c'était... Donc ça se situait en moderne, c'était de repartir plutôt vers l'époque de Traviata, donc fin 19e. Et donc on avait cette robe-là qui était dans le stock, qu'on a transformée, donc elle a été portée par un homme. Donc on a mis une poitrine, on a enlevé les manches, on a rajouté du petit galon et elle a retrouvé une nouvelle vie. Voilà, ce sont des choses, ça, voilà, on avait proposé à la costumière parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour tout fabriquer. Il y avait besoin de ces robes-là. J'en avais pas énormément en stock, mais ça faisait partie des choses. Voilà. Donc pour les hommes, il y en a eu 2 comme ça qui ont été réutilisés, retravaillés complètement. Ça suppose de se dire qu'on va penser à ne pas martyriser, par exemple, les matériaux. Et ça pose effectivement la question que vous évoquiez. Peut-être vous aurez plus de réponses avec les artistes, mais en tout cas, cette question, nous aussi, on se la pose avec eux. Est-ce qu'on ne va pas assister à une forme de standardisation des projets? Ça existe déjà, en réalité, la standardisation esthétique, plus ou moins, en tout cas, au fil des modes, je dirais, des goûts, et puis aussi sous les contraintes financières qui n'ont pas attendu la transition écologique pour exister. Donc on voit parfois des corps d'opéra, ou des corps de théâtre d'ailleurs, mais moi je connais mieux la question de l'opéra, et c'est plutôt là-dessus que je vous réponds. On voit des effets, on a connu il y a 20 ans, des décors dans lesquels il y avait systématiquement des escaliers. Aujourd'hui, on est dans les boîtes. Les boîtes sont très à la mode. Elles ont aussi des vertus acoustiques souvent, pour renvoyer, etc. Et puis ça crée aussi des effets d'unité de lieu sur le plateau. Donc on utilise beaucoup les boîtes aujourd'hui. Donc on pourrait imaginer que si on ajoute en plus cette norme supplémentaire de réemploi, et d'éco-conception des projets, peut-être il y a peut-être ce risque. Mais c'est pas sûr, parce que les créateurs ont parfois beaucoup plus de ressources en fait. Ça peut être aussi vécu comme un vrai challenge. Il y a un risque d'épuisement autour de ces questions. C'est-à-dire que si par exemple vous partez du principe que vous allez faire Pagliacci par exemple avec 3 bancs, d'accord, et que des châssis noirs derrière, on va le faire, hein, nous, hein. Pas de problème, parce que d'ailleurs on est en train de le faire, pas avec 3 bancs, mais avec un peu plus de décor évidemment, mais je veux dire, on va le faire sans problème. Et puis, je sais pas moi, l'année prochaine, vous décidez de faire, pour prendre une production qu'on a fait ici, hein, Ariane Anaxos, 3 bancs. Aussi avec 3 bancs. Okay. Péléas et Mélisande, et puis 3 bancs. Voilà. Là, au bout d'un moment, bon, voilà. Là, au bout d'un moment, les gens vont avoir en effet le sentiment qu'ils voient toujours un peu la même chose. Et l'effet d'annonce, l'effet vertueux, finalement va se perdre parce que les gens vont s'ennuyer. Donc c'est ça qui est un peu risqué dans la standardisation et dans le réemploi constant, sans transformation, d'éléments de décor. S'il y a transformation, par contre, j'avoue qu'avec Jean-Philippe, je pense que quand même on essaye toujours d'avoir une certaine liberté au départ et de ne pas justement se mettre trop de contraintes, pour reprendre le terme que vous venez d'employer, parce que sinon on prend le risque finalement de faire
un spectacle qui va oui, perdre dans son imagination et dans sa créativité. Après, il faut bien voir que quand même tous nous jouons, tous j'entends concepteurs et metteurs en scène, hein, nous jouons avec des outils que nous partageons. Les châssis de théâtre sont des outils en effet qui sont quand même parfaitement réutilisables. Je veux dire, on prend le mur du fond. Le mur du fond, il est constitué avec un certain nombre d'assemblages de fausses briques. D'accord ? C'est sûr qu'on peut stocker ces fausses briques. D'accord, et se dire que si un jour on a besoin de fausses briques, on les a. Le décor qu'on a fait de Pagliacci, là, par exemple, tout le mur du lointain qui était fait en fausses briques, donc c'est du panneau de PVC qui est moulé. Donc ça c'est juste vissé, c'est pas collé, sur des châssis en bois que Amandine a fait. Et du coup, le jour où on veut récupérer le mur, on a juste à dévisser. Et là, on a un mur qui est prêt à être réemployé. Dessus, on va pouvoir mettre n'importe quel parement. Maintenant, est-ce qu'il faut imposer la saison prochaine à un concepteur de prendre ces fausses briques parce qu'on les a? Là, on est dans la standardisation, en effet, parce que les gens reverront les mêmes briques tous les ans, quoi. C'est ça le danger. Et aussi, c'est mon point de vue, hein, là c'est très subjectif ce que je vais dire, est-ce qu'un directeur de théâtre va choisir un metteur en scène en se disant « Ah, parce que lui, il sait très très bien recycler hein. ». Vous savez, c'est comme la bonne ménagère qui sait ouvrir le frigo le vendredi soir avec 3 fois rien qu'elle a dans le frigo ou qu'il a dans le frigo. Il fait un repas de famille de génie. Faut pas rigoler non plus. Enfin, je crois que c'est pas ça la motivation première d'un directeur de théâtre quand il engage un metteur en scène. À l'inverse, je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui de metteur en scène dont l'ego serait tel qu'il dirait jamais je ne réutiliserai des éléments de costume qui viennent d'une autre prod. Enfin, à ma connaissance, ça n'existe pas. Dans cette transition, on comprend que les tutelles, le pouvoir politique nous incitent, nous poussent, nous créent des cadres, nous créent des règlements d'intervention, nous créent voire des clauses d'éco-conditionnalité. Sauf que l'erreur serait de penser que parce qu'on va réemployer, parce qu'on va entrer dans ces axes de la transition environnementale de notre production, ça coûterait moins cher. C'est l'inverse. Ça coûte malgré tout, bien sûr, si on épuise un peu moins les ressources, on réutilise des matériaux, on aura un peu moins d'achats, mais la retransformation, si on ne veut pas tirer vers le bas, la retransformation a un coût, on en a fait l'expérience ici. Hein, en réalité, les dépenses sont peut-être un peu différentes, pas au même endroit, mais en réalité, on n'arrive pas complètement à complètement siphonner le budget de production pour le décor ou pour les costumes. Je ne suis pas persuadé toujours que ce soit simplement pour un cycle vertueux environnemental. C'est aussi qu'aujourd'hui, les théâtres sont dans des situations financières qui sont extrêmement difficiles. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il faut avoir le courage de le dire. Je pense qu'en France, aujourd'hui, les théâtres d'opéra, je parle de ce que je connais, hein, je ne dis pas pour les autres théâtres, mais en tous les cas pour les théâtres d'opéra, nous sommes sous-financés. Enfin, nous sommes sous-financés par rapport aux Allemands, par rapport aux Belges, même par rapport à ce que nous on vient de voir aujourd'hui en Italie. Et ce sous-financement n'aide pas justement à avoir des pratiques saines sur un plan environnemental. Il faut avoir, si on ne veut pas faire de greenwashing, il faut avoir conscience qu'avoir cette préoccupation environnementale, ça coûte plus cher. Ça, nous aussi, faut qu'on... La réutilisation et le réemploi, en fait, ça pose la question d'un nombre d'heures de travail en plus, une main-d'œuvre en plus. Donc c'est humainement, ça demande plus de travail. C'est plus intéressant pour l'environnement, mais c'est humainement, ça fait plus de travail. Donc après, c'est pas plus mal non plus. Hein. Mais c'est un travail titanesque parce que la costumière, elle avait passé des mois à chiner, à chercher, à trouver. Ensuite, il faut avoir les bonnes tailles, il faut avoir une unité dans l'ensemble de ce qu'on trouve. Donc c'est vrai que ça implique beaucoup de choses de faire ce genre de travail. Là, il y a un très bon exemple qui vient de nous arriver récemment. Hein.
dans la production ici du Pagliacci à Limoges, il y a une trentaine de survêtements, un petit peu dans l'esthétique de la série coréenne Squid Game. Ah bah si on les fait fabriquer à l'étranger, en Chine, hein, pour dire concrètement les choses, ils vont coûter beaucoup moins cher. Ça, c'est une évidence. Ils vont voyager beaucoup plus. Ça, c'est aussi une évidence. Donc, leur empreinte carbone, au-delà même, voilà, sera plus élevée. Et si on veut donc avoir une préoccupation environnementale, c'est-à-dire éviter qu'ils voyagent, mais qu'en plus ils soient fabriqués par des ateliers, on va dire, français ou européens, ils vont coûter 3 fois à 5 fois plus cher. Et ils seront en tous les cas de meilleure qualité s'ils sont fabriqués en France et en Europe. Ils seront donc peut-être plus facilement réemployables dans une autre production une fois que notre production aura été déclassée. Mais ça a un coût qui est plus élevé en fait. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut aussi que les pouvoirs publics aient un petit peu en tête. C'est-à-dire que si on veut mener dans nos théâtres aujourd'hui une vraie politique environnementale favorable au recyclage, ça va coûter cher à être mis en place. Enfin, coûter cher, c'est pas le bon mot, mais en tous les cas, il ne faut pas le voir sous l'angle de l'économie, il faut le voir en effet plutôt sous l'angle de essayer de préserver notre environnement et de limiter l'impact en effet de nos spectacles sur la planète. Aujourd'hui, il est clair que si on a un atelier de décor, un atelier de costume, et un lieu de stockage qui est plutôt une plateforme privée sur laquelle on dépose en fait nos décors par production, on n'a pas les lieux qui sont pensés et adaptés pour pouvoir faire un vrai démantèlement, un vrai tri et puis un vrai stockage dans de bonnes conditions. Oui, on sait qu'il y a des productions où on va pouvoir tout récupérer, quasiment tout récupérer. Et d'autres, en fait, il y a très peu de choses à récupérer. Voilà. Mais ça, c'est parce que c'est des façons de construire qui n'étaient pas faites pour être déconstruites, pour être démantelées. Oui. Donc ça pose des problèmes. Donc si on arrive là peut-être dans 10 ans, les productions, ou 10 ans ou 5 ans, les productions qu'on a construites aujourd'hui, ce sera peut-être beaucoup plus rapide. Oui, donc, parce que ça aurait été pensé pour. Avant, c'était pas pensé pour, donc forcément... C'est la question en fait de comment on évolue dans la longueur et ça, au début c'est compliqué et puis ça deviendra de plus en plus facile. Oui, voilà. Mais voilà. Donc je pense que au-delà du fonctionnement, vont se poser des questions d'infrastructure. D'où la question de la ressourcerie, d'un lieu ressource de stockage. De matériaux bruts, je dirais, d'une certaine façon, est une vraie question qu'il faut vraiment prendre le temps d'étudier spécifiquement parce que les enjeux, en réalité, d'investissement même de bâtiments, de leur aménagement à interne, sont quand même très très importants. Donc on le voit bien, au-delà, je dirais, des formules, au-delà des ambitions qui sont relayées, affichées par les uns et par les autres, parce que on essaye de faire bien, on essaye d'y aller. Il y a des vrais sujets économiques aussi, donc des sujets juridiques et des sujets créatifs. On pourrait peut-être faire une petite synthèse comme ça. La question suivante, c'est donc, vous avez tous vos stocks, décors et costumes numériques qu'on puisse consulter à distance. Sinon, tout repose sur l'excellente mémoire et le bon vouloir d'un ou d'une directrice technique, ou directeur technique ou chef d'atelier. Rien n'est impossible, mais ça veut dire qu'il y a aussi le surcoût qu'il faut prendre à un moment de mettre un petit stagiaire à numériser l'ensemble des décors à stock, et c'est super, hein, moi je suis à fond pour, hein, et à numériser l'ensemble des costumes en stock. Par exemple, à Rome, encore une fois, parce qu'on en arrive, on peut dire ouais, l'Italie n'est pas très à la pointe en termes de conduite environnementale. Le stock costume est énorme à l'Opéra de Rome. On vous envoie des fichiers en disant voilà ce qu'on a en termes de robes à fleurs. Voilà ce qu'on a en termes de robes 19e. Voilà ce qu'on a en stock en termes de costumes de soldats. Et vous, depuis votre canapé à Bordeaux, déjà vous commencez à dire on pourrait faire ça. Est-ce que là tu as le droit ou pas de supprimer la ceinture? Moi ça je trouve ça formidable. Il y a le petit ou gros surcoût, c'est surtout du temps de mettre quelqu'un dans la maison d'opéra pour numériser le stock, que le stock ne dépende pas de la mémoire humaine qui est faillible, comme on sait. C'est ensuite
prendre chaque projet et dire, bah là, dans ce projet-là, on a tant de châssis qui font tel truc, on a tant de mètres carrés de contreplaqué, on a ci, on a ça qu'on pourrait mettre en commun. Ça veut dire qu'il faut même numériquement démanteler des dossiers cohérents. Quand il y en a, et il y a des dossiers pour lesquels qui ne sont pas complets, il y a des choses plus anciennes, etc. Donc tout ça va nécessiter quand même un assez gros travail, à la fois en outils de numérisation numérique, il faut trouver l'outil adapté, et puis surtout c'est un travail d'investigation dans les ateliers, dans les lieux de stockage, qui va prendre beaucoup de temps. Donc on n'est pas en mesure aujourd'hui, pour être assez clair, d'engager ce travail comme ça, ces missions-là, sur nos propres forces. Donc il faut chercher les moyens en fait pour pouvoir alimenter, je dirais, au moins déjà ces deux choses-là. Une fois que ça c'est fait, qu'on peut faire une vraie tissu tech, un vrai catalogue de ce qu'on a, on peut éventuellement faire des échanges aussi avec d'autres opéras. Mais c'est vrai que ça demande aussi de bien connaître son stock et d'avoir un stock vraiment bien organisé. Ça, c'est pour les tâches de réflexion. Pour les tâches de mise en œuvre, il est clair qu'il nous faut des moyens et qu'il va falloir les trouver. Donc, on est convaincu de la nécessité, on comprend l'injonction, mais pour autant, entre les deux, ou avec les deux, il va nous falloir aussi mettre des moyens et en trouver. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.